Toute personne envoyée dans un camp de concentration perd son humanité, perd son nom pour devenir ein Stück, une pièce. C'est tellement horrible ce qui s'est passé, même quand on descend dans le sous-sol, dans les chambres à gaz, dans les crématoires. Il y a un calme qui règne, mais c'est tellement glauque. Ça se voit qu'il n'y a plus aucun raisonnement, c'est des machines en fait, il n'y a plus de sentiments. Les citoyens allemands, même les gens les plus, qui étaient les plus instruits, ceux qui savaient, ils n'ont pas réussi à s'opposer. On a dit pendant les années plus jamais ça, et j'ai le sentiment qu'on est en train, tout doucement quand même, d'y revenir. On n'est plus gêné d'être raciste à l'heure actuelle. La résistance d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui, mais elle est toujours primordiale si on veut garantir les libertés fondamentales et la vraie démocratie. Artheim, Mauthausen, Nuremberg. 3 destinations, 3 lieux de mémoire pour le Conseil provincial des jeunes de la province de Luxembourg. Habitué aux visites du camp de concentration du Struthof en Alsace et du Parlement européen à Strasbourg, dans le cadre de son programme de travail annuel, le CPJ s'est cette fois-ci rendu en Autriche et en Allemagne. Un changement de destination qui n'est pas anodin au vu de la finalité recherchée. La province de Luxembourg est territoire de mémoire depuis 2008. Et donc, dans ce cadre-là, depuis de nombreuses années, à travers le service citoyenneté, à travers le Conseil provincial des jeunes, la province de Luxembourg participe à des voyages pour la mémoire, où vraiment on met l'axe sur le travail de la mémoire avec des jeunes citoyens luxembourgeois. Ici, on a vraiment une opportunité de toujours aller sur le terrain, mais d'axer la thématique plutôt vers la propagande et l'endoctrinement des jeunes. Et donc ici, on a eu l'opportunité d'aller en 2021 en Allemagne et en Autriche, à Mauthausen, à Artheim et puis à Nuremberg, pour développer un projet avec cette législature du Conseil provincial des jeunes autour de l'endoctrinement et de la propagande. Qu'est-ce qu'on vient faire ici à Artheim? Pourquoi est-ce qu'on vient visiter ce lieu-ci? Le choix de la destination n'était pas anodin. Il n'était pas pour nous question de partir par exemple à Auschwitz-Birkenau pour aborder la propagande ou l'endoctrinement, mais le choix par exemple de notre voyage et de notre programme à Mauthausen et Nuremberg était le plus pertinent au regard de la thématique et du projet qu'ils voulaient développer et qu'on pouvait développer ensemble. Pourquoi? Parce que dans le programme notamment, on ne voyait pas que le camp de concentration tel qu'on peut le connaître, on est aussi passé par un des centres d'extermination dans le cadre de l'action T4 sous le régime nazi. Donc l'action T4, c'est l'éradication pure et simple de tous les handicapés mentaux et moteurs allemands, ou en tout cas de souche allemande. Et ça, c'est un exemple très concret, par exemple, de propagande. Voici par exemple une affiche concernant le projet de l'action T4. Voilà, donc 60 000 Reichsmark, c'est ce que cette personne souffrant d'une maladie héréditaire coûte à la communauté du peuple durant sa vie. Citoyen, c'est aussi votre argent. Donc effectivement, il y a toujours cette logique économique derrière aussi, c'est-à-dire que, de un, ils sont improductifs, ils ne cadrent pas avec la race aryenne telle que l'Allemagne du Troisième Reich la souhaite. Et en plus de ça, voilà, ça coûte effectivement énormément d'argent à l'État. Donc il faut faire des économies. Donc vu qu'ils sont improductifs, c'est-à-dire qu'on ne les considère plus du coup comme des êtres humains, il faut s'en débarrasser. Ce qui m'a marqué quand j'ai vu la propagande, c'est très agressif et qui montre, évidemment, dans certains sens, c'est des faits, mais ils sont toujours arrangés, c'est des vérités qui ne sont pas dites et des choses qui ne sont pas dites tout court. Et des choses qui sont fausses aussi. Ils n'ont pas hésité à endoctriner les gens. Ça allait jusqu'à dans les manuels scolaires de l'époque.
où des problèmes de mathématiques étaient complètement ciblés et axés sur cette propagande liée aux handicapés. Dans beaucoup de cas, un fonctionnaire ne touche que 4 marques. Un employé 3 marques 65, un apprenti 2 marques. Combien de prêts aux jeunes ménages à 1000 marques pourrait-on faire si cet argent pouvait être économisé? Tout en sachant qu'une maison ouvrière coûtait X milliers de marques à l'époque. Donc on vous fait travailler et l'air de rien, ça percole. Donc c'est pour ça que vous êtes endoctriné dès votre plus jeune âge et de manière complètement insidieuse, parce que vous êtes sur les bancs de l'école et le problème de mathématiques fait tout de suite référence à des actions que le parti nazi veut mettre en place dans le cadre de sa mission. Ça reste choquant parce qu'on s'adresse à des enfants, ça développe son esprit critique, ça développe ses valeurs, je veux dire, et c'est pas normal qu'un enfant ne puisse pas penser par lui-même, quoi. Il y a vraiment tout un processus dès le plus jeune âge pour montrer que c'est normal d'exterminer des personnes différentes alors que pas du tout, quoi. On entend dans les médias français Éric Zemmour, candidat à la présidentielle, parler de la place de la personne handicapée dans les écoles. C'est quand même assez surprenant d'entendre ces propos et d'entendre qu'on est quelque part sur les mêmes premières étapes de finalement isoler une partie de la population sur un prétexte. Et puis quelle est l'étape suivante? De cet endoctrinement très ciblé, 70 à 80 000 personnes handicapées physiques ou mentales ont été euthanasiées dans les 6 centres de l'opération T4, dont 18 000 rien qu'à Artheim. Vous avez toutes les régions où ces personnes vivaient à l'époque et où elles ont été prises pour être envoyées ici. Donc ça en fait quand même quelques-unes, hein, c'est pas rien. Ce château était déjà un centre pour handicapés, un centre d'accueil, donc il n'a pas été choisi au hasard, comme d'autres, comme les 5 autres centres étaient déjà préexistants au régime nazi. Donc c'était facile puisque les listes existaient déjà et les internés, en tout cas une partie des internés étaient déjà sur place. Et puis on a envoyé donc des médecins SS dans ces centres d'euthanasie, dont Artheim, en vue de l'extermination de ces personnes. Et donc c'est d'ailleurs en soi les premiers essais de gazage systématique d'êtres humains. C'est vraiment les premiers essais de ce qui a amené à la Shoah. Vous vous trouvez ici dans la chambre à gaz, donc c'est du monoxyde de carbone. Donc c'est envoyé par un petit tuyau ici, donc on n'est pas dans le cadre du zyklon B ici. On n'est pas du tout dans le zyklon, c'est vraiment des gaz d'échappement en gros. Et donc c'est envoyé ici dans la chambre. Une fois que les victimes sont en fin de vie et sont décédées, hop, on retire les corps et on va les emmener vers les tables de dissection. Donc il y a une sorte de morgue. Sur cette table de dissection, on enlève tout ce qui est couronne en or par exemple. Vous voyez, les dents en or ou ce genre de choses, tout se récupère. C'est le moment juste après la chambre à gaz qui m'a vraiment choqué, c'est quand on retire tous les effets personnels, donc les dents en or, les choses comme ça, les vêtements, les objets de valeur qui n'ont pas été pris avant. C'est vraiment... c'est macabre, on dépouille un corps, le corps de quelqu'un, on doit avoir un certain respect, et là il n'y en avait aucun, c'est vraiment choquant, c'est impressionnant je trouve. Il y avait toujours la pièce où il y avait le crématoire, je pense, c'est ça. Donc il y avait encore la pierre, etc. Bon, il n'y avait plus tous les matériaux, etc. Mais il y avait encore la pièce, donc on sentait encore l'ambiance qui était quand même assez morose, etc. Le crématoire se trouvait là, donc vous voyez qu'il y a... On voit les briques apparentes là-bas, donc c'était par là que partait la cheminée du crématoire et le bloc crématoire se trouvait donc ici. Commencée en 1939, l'action T4 est stoppée suite à l'insurrection de l'Église catholique allemande par le biais de l'évêque von Galen en 1941. Pour ne pas éveiller l'opinion publique, l'opération se poursuit sous un autre nom, l'action 14F13.
Ce qu'ils n'ont pas dit à la population, c'est que l'opération T4 était quasi terminée au moment où ils se sont dit on va l'arrêter pour ne pas froisser l'opinion publique. Ce qui s'est passé par après, c'est que ces centres d'euthanasie ont continué à fonctionner malgré tout. Mais cela concernait les détenus des camps de concentration à proximité justement de ces centres d'euthanasie. Et l'action T4 s'est donc transformée en l'action 14F13. Et l'action 14F13, c'est simplement l'éradication et l'exécution de tous les détenus du système concentrationnaire considérés comme improductifs ou plus capables en tout cas de travailler en tant que main-d'œuvre dans le système concentrationnaire nazi. Là, vous avez des victimes des camps de concentration. Donc, vous voyez que toutes les sortes de victimes concernées par T4 ou 14F13 sont représentées ici. Et puis, vous avez les bourreaux, et notamment Franz Stangl, donc, qui était le commandant de Treblinka à un moment donné, et qui a d'abord fait ses classes ici à Artheim. Parmi les camps de concentration proches de Artheim se trouve celui de Mauthausen et de ses 3 camps satellites installés dans l'entité de Gusen à quelques kilomètres. Il s'agit du 2e lieu de visite pour la délégation luxembourgeoise. Donc ce que vous voyez là en contrebas, vous voyez, vous avez même les petits montants, les petits blocs là, qui se trouvent là. Donc ça, c'était l'ancien terrain des sports de l'ASS. Donc il faut vous imaginer, ils avaient un petit terrain pour faire le petit sport quotidien et tout ça, s'entretenir physiquement. Et à une centaine de mètres de là, vous avez le camp du détenu qui se trouve là, juste derrière. Donc c'est toujours intéressant de voir aussi que l'ASS qui est juste en dehors du camp n'en a cure de ce qui se passe concrètement là-bas. Il y a toujours une raison qui justifie la construction d'un camp à proximité d'un endroit spécifique. Et le cas de figure de Mauthausen, c'était la carrière de granit qui était à exploiter. Et c'est pour ça que le camp s'est implanté là-bas. Ce qui est important de savoir, à savoir aussi par rapport à Mauthausen, c'était un des seuls camps, au même titre que le Struthof en Alsace, à être catalogué de catégorie 3. Donc c'est une catégorie qui est déterminée pas par nous-mêmes en tant que spécialistes du sujet à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais ils sont déterminés, ces catégories sont déterminées par les nazis au moment même. La catégorie 3, où là le message était clair, c'était « retour indésirable ». Donc chaque détenu qui était envoyé était censé ne jamais pouvoir en sortir, du moins vivant. Toute personne envoyée dans un camp de concentration perd son humanité, perd son nom, on le verra au moment de l'arrivée de la désinfection, pour devenir ein Stück, une pièce. Et une pièce, elle est toujours interchangeable. C'est-à-dire que si la pièce elle est défectueuse, on la remplace par une autre, vous ne tracassez pas, il y en a suffisamment qu'on peut aller chercher. Nous, on sait ce qu'on va visiter là maintenant. Les victimes ne le savaient absolument pas. Une fois que les colonnes de détenus arrivaient dans le camp principal, elles étaient systématiquement mises ici devant le mur, donc vraiment tout le long. Donc on ne parle pas encore de la désinfection, de la tenue rayée, du numéro de matricule. Donc le premier endroit qu'ils connaissent vraiment du camp de détenus, c'est ce mur-ci, et que les détenus libérés ont appelé le mur des lamentations. Et donc c'est vraiment ici que commence vraiment la déshumanisation pour chaque détenu. C'est-à-dire qu'ils vont rester ici pendant des heures jusqu'à ce qu'on vienne s'occuper d'eux. Bien souvent il y a des interrogatoires, bien souvent il y a des coups. Ouvert en 1938, le camp de Mauthausen a servi de centre de travail pour des détenus principalement politiques, qu'ils soient soviétiques, polonais, allemands ou belges. Alors ici, on est dans une baraque type, vraiment pour détenus. Et donc c'est toujours le même principe, c'est en 2 ailes, vous avez l'aile A, l'aile B. La partie centrale du baraquement, ce sont les latrines et le plan d'eau. Le matin, quand vous vous levez, vous avez à peu près 300 détenus. Vous vous rendez compte du nombre. Et vous aviez une demi-heure pour vous lever, passer aux latrines, passer au plan d'eau, faire votre couchette. Et puis vous présenter donc sur la place d'appel.
C'est ici que Paul Brusson, résistant et socialiste liégeois, a été envoyé en 1942. Il y avait cette dimension-là aussi finalement, de prisonniers qui ont été emmenés dans ces camps simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les idées mises en place par le régime nazi ici en l'occurrence, le Troisième Reich. Et on a suivi les traces de Paul Brusson, fondateur des Territoires de la Mémoire, qui à 21 ans a été déporté à Mauthausen et puis après dans d'autres camps. Voilà, parce que tout simplement, il exprimait son désaccord. Beaucoup de prisonniers, donc les triangles verts détenus de droit commun. Il y a eu des homosexuels également, donc les triangles roses. Mais alors, il y a eu également, et ça c'est une particularité aussi du camp, les triangles bleus, donc considérés comme apatrides, et qui en réalité, la plupart étaient principalement des républicains espagnols. Cette classification, propre au camp de concentration, permet aux nazis de diviser pour mieux régner. Différenciés par des triangles cousus sur leur tenue, tous les détenus ne sont donc pas logés à la même enseigne, ce qui permet de créer des frictions au sein des prisonniers. Une sorte de propagande interne au camp. On pourrait effectivement le voir comme ça. C'est sûr qu'un détenu ou un prisonnier politique polonais communiste, par exemple, n'est pas forcément proche d'un détenu politique socialiste tchèque, par exemple. C'est un cas de figure. Il faut se rendre compte que dans un même endroit, vous vous retrouvez avec des détenus qui proviennent d'à peu près 40 pays différents, chacun avec des opinions politiques différentes, avec des valeurs différentes, avec des principes religieux ou des valeurs religieuses auxquelles ils croient et qui ne sont pas tout à fait les mêmes non plus, puisque vous aviez aussi des témoins de Jéhovah, par exemple, dans les camps. C'était les triangles mauves. Donc oui, cette classification fait que, je ne sais pas si on peut appeler ça de la propagande, mais en tout cas c'est créer de la distance entre les détenus. L'objectif est d'empêcher tout groupement et d'empêcher toute possibilité de résistance, de révolte et de connivence entre eux. Pourtant, en juin 1941, une épidémie de typhus offre aux détenus l'opportunité de se réunir. Rassemblés par les SS dans la cour des garages le temps de la désinfection du camp, 4000 prisonniers restent immobiles pendant près de 24 heures sans manger ni boire, sous un soleil de plomb. Ce qui pourrait ressembler à un réel supplice au vu des photos de propagande de l'époque cache en fait le déclenchement d'un mouvement de résistance. On se rend compte que ça a donné vie à quelque chose de positif en soi. C'est-à-dire que c'est la première fois que l'ensemble des détenus étaient rassemblés au même endroit et sans trop de surveillance, ou en tout cas en étant assez distants de leurs propres gardiens. Donc qu'est-ce que ça a donné comme action? C'est-à-dire que vous avez les communistes espagnols qui ont pu enfin se rassembler entre eux et qui ont commencé à créer le parti communiste interne du camp de concentration de Mauthausen. Donc voilà, sur une seule et même image, on peut avoir effectivement deux visions complètement opposées, avec une version plutôt, effectivement, on s'en tient à la froideur de cette image et de ce contexte de là où on se trouve et de cette déshumanisation. Et en même temps, l'humain a repris quand même un peu le dessus avec cette image positive de ce comité communiste interne au camp qui s'est créé ce jour-là. Malgré qu'ils aient vécu quelque chose de traumatisant, choquant, que personne ne peut imaginer, ils se sont quand même réunis et ont pensé à ce qu'ils allaient faire après. La communication externe au camp reste malgré tout très calculée. Hors de question de laisser sous-entendre ce qu'il se passe au-delà des fortifications. Les images officielles ne lèvent donc qu'un coin du voile, celui le plus propre, comme en témoignent ces photos des visites du chef de la SS, Heinrich Himmler. Alors effectivement, il y a eu beaucoup de visites officielles à Mauthausen, où là, fatalement, ça va avoir une couleur un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on va avoir le côté un peu plus propre du camp. Cette hégémonie et la toute-puissance, par contre, du parti nazi et des garnisons SS qui travaillent dans ce camp. On ne va pas forcément voir les détenus qui sont en train de crever littéralement dans la carrière. On ne va pas voir ceux qui sont jetés sur les barbelés la veille. On ne va pas voir ceux qui ont été exécutés pour X raisons que ce soit. Et on ne va pas montrer surtout à la population les exactions demandées parfois par Himmler en visite officielle. Les personnes qui allaient voir ces photos, ça pouvait être potentiellement des citoyens, et dire aux citoyens qu'il se passait ça dans ces camps-là, c'est un génocide, c'est de l'exploitation humaine, c'est de l'esclavage en fait. On ne peut pas montrer ça à la population, même si la population est formatée depuis sa plus jeune enfance.
On sait que c'est pas humain de faire ça à des gens. Je pense que s'ils n'avaient pas fait ces photos d'une manière très... où on ne montre pas du tout la vérité, le peuple allemand aurait, je ne sais pas s'il se serait soulevé, mais il aurait quand même été indigné et ils auraient eu des problèmes. Il ne faut pas se leurrer, tout le monde n'était pas pro-nazi aussi en Allemagne, en Autriche. J'ai toujours tendance à rappeler que les premières victimes du nazisme, ce sont les Allemands. Et de facto, les premiers résistants au nazisme, ce sont les Allemands également. Mais l'objectif du parti était que les gens en sachent le moins possible. Heureusement, parmi les détenus qui travaillaient donc, dans le service d'identification du camp, ils ont réussi à prendre certains clichés qu'ils n'auraient jamais dû prendre, ou en tout cas sur lesquels on a pu mettre les mains, parce que grâce à eux, ils ont réussi à sauvegarder ces négatifs en pensant à l'après. Il faut qu'on puisse garder ces preuves-là. On ne sait pas ce qui va devenir de nous, on ne sait pas si on sera encore en vie, mais il faut garder des traces. Ce qui était une fameuse prise de risque, hein. Ça résistait aussi dans un camp. On a les images de nos camarades assassinés. On a des preuves pour les accuser. Je ne veux pas risquer ma vie pour quelques photos. Ce ne sont pas des photos, ce sont des négatifs. Personne ne nous croira sans preuve. Et donc effectivement, on a les deux visions, c'est-à-dire qu'on peut avoir la vision des cérémonies officielles, cette cour des garages SS avec ses garnisons en garde à vous bien droite. On voit à la limite aucun détenu derrière, en arrière-plan ou ce genre de choses. Et puis il y a la réalité du camp qui est effectivement tout autre. Une réalité tout autre qui se communique en chiffres. Sur les quelques 190 000 personnes déportées à Mauthausen, près de la moitié n'en sont pas sorties vivantes. Le système du camp laisse paradoxalement autant de place à l'organisation qu'à l'arbitraire. Tout est fait pour une raison précise, même si les exactions, elles, peuvent se montrer totalement aléatoires. Ça se voit qu'il n'y a plus aucun raisonnement, c'est des machines en fait, il n'y a plus de sentiments, on fait ce qu'on nous dit de faire et voilà, on perd nos sentiments d'un côté, je pense. Le mécanisme des appels, tous les matins, tous les soirs, des appels qui pourraient durer des heures, c'est inhumain, personne ne souhaite subir ça. Et c'est quelque chose qui m'a choqué. Des heures debout, tout compter, recompter. S'il manque quelqu'un, on recompte, on essaie de les trouver. C'est des heures entières. Je ne m'imaginais pas ça en fait. Quand je suis venu là-bas, je m'imaginais peut-être à des travails sévères, mais plus sévères que ça, c'est dur. Ce que je trouve important à travers ces déplacements, c'est ça devient palpable. Et on voit dès le départ sur les visages des jeunes que ça met en place, il y a ce côté empathie. Dès le départ, on se dit, on s'identifie, on se dit, mais si ça avait été moi, le jeune de 21 ans comme Paul Brusson qui n'était pas d'accord et qu'on a emmené ici. On peut vraiment se rendre compte parce que c'est sûr quand on voit à la télé, on voit des images, mais quand on est sur place, déjà il y a quand même l'ambiance parce qu'on se rend compte qu'on est là où il y a des gens qui marchaient, qui étaient faibles, etc. Et quand nous, on a une vie saine, etc. et qu'eux, ils étaient au bord de la mort, ils mouraient de faim, on se rend compte que franchement, ce qu'ils vivaient, c'était vraiment très, 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 très horrible et qu'à travers un écran, on ne ressent pas toute cette violence. Évidemment, il y a beaucoup d'émotions, forcément. C'est pour ça qu'il y a aussi un encadrement pédagogique avec nos partenaires des territoires de la mémoire. On parle d'atrocités, donc il y a des images pas faciles, il y a des lieux qui ne sont pas évidents. Forcément, quand on rentre dans un crématoire, c'est clair que voilà, on mesure aussi. On mesure que ça a existé par rapport aux gens qui disent que ça n'a pas existé. Donc je pense de mémoire qu'il y a 186 marches, donc c'est un escalier difficile et régulier. Et tous les soirs, donc ils devaient remonter. C'est ça, cette photo d'archive que vous avez dans le dossier aussi. Vous voyez toute cette colonne qui remonte avec un bloc de granit dans le dos. Donc c'est des blocs qui font plus ou moins 50 kg. Donc ce qui est déjà arrivé, c'est que si un déporté avec ce bloc-là venait à tomber parce qu'il trébuchait dans l'escalier ou quoi que ce soit, c'est toute la colonne au final qui finissait par tomber, ou en tout cas une grosse partie. Donc ça donnait certaines idées à certains gardiens ou à certains capots. S'il y a quelqu'un qu'on a envie d'éliminer, on va peut-être le cibler et hop,
on va le pousser. Il n'y a pas, enfin, comment dire, il y a pas une raison logique ou valable qui peut justifier ça. Ça n'a pas de sens. Le système concentrationnaire nazi n'a pas de sens. La Shoah n'a pas de sens. Il n'y a rien qui peut justifier d'en arriver là. De retour à l'hôtel, le CPJ débriefe cette première journée de visite. L'idée, c'est de un peu se remémorer, même si on a eu une longue journée, ce qu'on a fait aujourd'hui. Et peut-être déjà, pour certains ont pris de quoi noter, tant mieux. Notez pour déjà, n'oubliez pas de nourrir le contenu de votre projet. Tant que c'est frais dans votre tête, notez-le quelque part, quoi. Okay, soit on va dans l'ordre, soit c'est chacun qui veut, lève la main et en avant. Et alors quelque chose qu'il a particulièrement marqué aujourd'hui ou interpellé. Moi, ce qui m'a beaucoup... ça m'a choqué, c'est les nazis, les SS qui étaient là à côté, qui vivaient comme ça, et qui ont vraiment déshumanisé les gens. Et puis de l'autre côté, ils faisaient du sport, ils allaient à la piscine. Il y avait vraiment un entre-deux, et comme si rien ne se passait à côté, quoi. Il y en a d'autres qui veulent réagir? Oui. Moi, je trouve ce qui était marquant, c'était le calme et la sérénité du lieu qui est tellement pesante. C'est tellement horrible ce qui s'est passé, même quand on descend dans le sous-sol, dans les chambres à gaz, dans les crématoires. Il y a un calme qui règne, mais c'est vrai que c'est oppressant. C'est glauque. C'est tellement glauque. On arrive dans vraiment l'horreur et on se dit mais vraiment comment les gens ont pu faire ça. Et moi je sais pas, je suis sur mon cul si j'ose le dire. Oui, ok. Ça te semble tellement aberrant qu'on ait pu faire ça et qu'on ait pu laisser faire ça aussi. Ouais. C'est là où on peut mesurer l'impact que ça a. C'est quand il suffit de regarder les visages des jeunes et on le voit dans les images que vous avez prises. On voit le sérieux sur le visage, on voit le visage figé parfois, la concentration aussi dans l'écoute. Et on sent que ça a un vrai impact et qu'on ressent les choses. Donc ça pour moi c'était très important et c'est clair que il y a un avant et après. Nuremberg, en Allemagne. Avec 511 000 habitants, elle est la deuxième plus grosse ville de Bavière après Munich. Cité typiquement bavaroise, Nuremberg est notamment connue pour son centre-ville hérité du Moyen-Âge. Promue par Hitler, capitale idéologique du Troisième Reich en 1935, d'importants travaux y sont réalisés sous la houlette de l'architecte Albert Speer. L'idée est de créer un complexe digne d'accueillir les rassemblements du parti nazi. Des rassemblements organisés entre 1923 et 1929, puis de 1933 à 1938. Nuremberg était une ville importante pour la mise en scène du parti nazi. Le sud de la ville a été aménagé en grand espace pour accueillir les congrès du parti, raison pour laquelle de grosses infrastructures ont été créées pour y faire défiler les troupes SS et de la Wehrmacht. Big fields for the marching of the SS and the SS and the Wehrmacht and so on. Une dizaine de rassemblements du genre y ont eu lieu avant le début de la guerre. Ensuite, ce complexe a servi de centre de détention pour prisonniers, mais aussi de base de transit pour les troupes militaires allemandes. Actually, the party rally ground was after that used as a prisoner of war camp and as a forced worker camp.
Il y a en fait deux raisons dans le choix de Nuremberg. Il y a à la fois le fait que c'était assez pratique pour faire venir les différentes troupes et les différents groupes qui devaient se réunir. C'était un lieu quand même assez central. Et la deuxième chose, c'est que Nuremberg, il y a un côté cité médiévale qui est assez attaché quelque part à vraiment l'histoire allemande dans le sens traditionnel où il était très mis en avant, très valorisé en tout cas par l'idéal nazi. Donc c'était voilà deux raisons qui expliquent que ces grands rassemblements ont eu lieu ici à Nuremberg. Donc ces congrès, ça consistait en quoi? C'était vraiment des gros rassemblements de toutes les institutions qui gravitaient autour du pouvoir nazi. Donc l'armée était présente, les jeunesses hitlériennes étaient présentes, les ligues des jeunes filles allemandes étaient présentes. Donc vraiment un gros rassemblement qui s'étalait sur plusieurs jours. Plusieurs centaines de milliers de personnes y sont présentes chaque année, rassemblées notamment ici, sur la plaine des Zeppelins. Le but du parti nazi est d'afficher la puissance du régime et de ses troupes, mais aussi de souder le peuple allemand. Cédric me l'a dit dans le car très pertinemment et on va vous le redire maintenant. Ce qu'on voit sur les images, évidemment, ce sont des images de propagande. Donc on vous montre quelque chose qui est très propre, très bien rangé, avec vraiment tous les soldats qui sont bien en rang. Il n'y en a pas un qui dépasse, tout le monde a l'air super heureux d'être là. Enfin, vous allez me dire, cette photo, si on les voit de dos, ça ne crève pas l'écran. Mais ce sont des choses très ordonnées. Un côté face qui a évidemment un côté pile. Le côté pile, quand on voit toutes ces images d'archives de l'époque, de nouveau, avec ces garnisons SS à perte de vue, en train d'écouter le Führer, leur Führer, on se dit, enfin c'est imagé, hein, mais on se dit, ouais, ils sont motivés, ils sont fiers d'être là, c'est la fierté, c'est droit, c'est la force, c'est tout ce qui cadre avec la philosophie et le régime nazi. Il montre que la belle phase du mouvement, mais à côté de ça, ils savent aussi très bien cacher le côté noir de tout ça. Et donc encore une fois, ça montre que tout est organisé, rien n'est laissé au hasard et rien n'est laissé apparent, quoi. Ils savent jouer, en fait, ils savent vraiment jouer sur les apparences. C'est pas n'importe quel défilé militaire comme par exemple on fait en Belgique le jour de la fête nationale. C'était vraiment plus que ça. C'était montrer toutes les unités de l'armée qui étaient possibles d'être montrées, faire des discours, rassembler des milliers de personnes et avoir, encore une fois, cette image tout carré, tout le monde bien aligné. C'est vraiment impressionnant et à l'époque, je pense que ouais, les gens étaient vraiment encore plus impressionnés. Et quand on sait derrière ces rassemblements, au final, ce qu'il s'y passait également, ben, c'est la version, enfin c'est le côté pile. C'est beuverie sur beuverie parce que la plupart des garnisons SS n'en ont strictement rien à faire d'être là. C'est un espèce de festival grandeur nature où on les fait poireauter pendant des journées entières à ne rien faire, à patienter. C'est la ville de Nuremberg qui est obligée d'amener des prostituées supplémentaires parce qu'il y a tellement de garnisons SS partout, ou de la Wehrmacht, les jeunesses hitlériennes, que ben voilà, ça reste des militaires et qu'il faut leur faire plaisir. Ce ne sont pas mes mots, hein, ce n'est pas ma façon de voir les choses, mais ce sont des faits. Mais effectivement, ce n'est pas ce qu'on va montrer à la population allemande de l'époque. C'est Leni Riefenstahl qui vient filmer et qui met son savoir et sa qualité de cinéaste au service du parti nazi. Des éléments que les membres du conseil provincial tentent d'analyser. D'autres exemples de propagande pro-nazie sont également décryptés avec l'aide des territoires de la mémoire. Bah là, on montre clairement que c'est les Juifs qui causent la guerre. Là, ici, ils disent que qui est responsable de la guerre. Ben, là, on montre clairement que c'est les Juifs. Et on les caricature vraiment avec le nez crochu, les toiles. Tu peux parler de la façon dont le Juif est représenté aussi. Oui. Parce qu'il a le nez crochu, il est pas très beau, il est gros. Il est gros, donc pour l'époque, c'est un signe de richesse, il mange beaucoup. Et comment il est habillé aussi. Et puis le doigt qui arrive presque du ciel, comme si c'était presque... Oui. Et il fait une tête un peu méchant pour dire, voilà, je suis méchant. Ah, donc on a quelque chose de négatif vraiment qui ressort, hein. Ça donne pas envie, quoi. Ouais. Alors nous, on a eu l'image des JO, hein, et on a été surpris par la politisation même des Jeux Olympiques, parce que on se doutait pas qu'il y avait des signes hitlériens, même dans les JO de 36.
On était assez choqués, on a été surpris et choqués par cette image. Si je vous parle d'un peu ce levier à travers la propagande, qui est la conformité. Donc on voit notamment toute cette foule au JO qui fait le salut nazi. Donc là, quelque part, il y a une conformité dans la foule, non? Si je dis des bêtises, il faut me le dire. Non? Ok. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler peut-être d'une petite expérience qui aurait été faite là-dessus, ou ça vous évoque quelque chose, une réaction? Moi, ça me fait penser, oui. Moi, ça me fait penser d'une expérience, alors j'ai oublié le nom de l'expérience, mais elle est très très connue. C'est une expérience où en fait, donc tout le monde est complice sauf une personne. Et donc c'est en fait un test de vue, mais vraiment bidon. Bidon où en fait on dit voilà quelle ligne est la plus courte, et c'est évident quoi. Et donc ensuite les gens doivent répondre à tour de ronde et ils disent c'est la A, c'est la A, c'est la A, alors que c'est la C quoi. Et au final, on se rend compte que dans beaucoup de cas, la personne, même si elle sait très bien que c'est la C, elle va répondre que c'est la A. Tout à fait, c'est l'expérience de H, 1951. Donc effectivement, ce sont des exemples concrets. Maintenant, à eux aussi à pouvoir faire les liens. Est-ce que ça vous fait penser aujourd'hui à quelque chose? Oui, quoi? Et il n'y a pas de bonne réponse. Hein. On n'est pas là pour nous donner aussi une bonne réponse. On est là pour suggérer des choses et en tout cas susciter la réflexion et essayer de garder l'esprit critique le plus possible. Et ça, c'est vraiment voilà, un leitmotiv au niveau de notre institution. Garder son esprit critique, en toutes circonstances, en tout lieu. Au tribunal de Nuremberg, le CPJ se plonge au cœur du procès qui s'est tenu dans cette salle entre 1945 et 1946. On Thursday, the 18th of October, 1945, in Berlin, the indictment was lodged with the tribunal. Wilhelm Göring, which he tried to read before entering his plea. We are here in courtroom 600, which is the biggest courtroom in the... Nous nous trouvons dans la salle d'audience 600, qui est la plus grande salle du genre dans le palais de justice de Nuremberg. C'est ici que des criminels de guerre majeurs ont été jugés pour leurs crimes durant la Seconde Guerre mondiale. In the Second World War. C'était la première fois qu'une cour internationale se prononçait sur des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le procès de Nuremberg a vraiment été un déclenchement de tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui au niveau notamment du TPI, donc du tribunal pénal international de l'Haye. Les crimes qui ont été jugés ici en 1945 sont les mêmes que ceux que juge à présent le tribunal pénal international. Voilà pourquoi cet endroit est si important. And this is the reason why I would say this is such an important place. De hauts dignitaires nazis y sont donc jugés pour leur implication dans les crimes perpétrés. Parmi eux, des noms bien connus comme Albert Speer, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Ernst Kaltenbrunner ou encore Hermann Göring. Si les peines ne sont pas les mêmes pour tous, ce procès dévoile au monde entier les rouages d'un système politique criminel. Ça a permis peut-être à des gens qui étaient témoins de vraiment parler et de dire vraiment, finalement ce qu'ils ont vu, parce qu'ils n'ont pas pu pendant certaines années, et de faire payer aux Allemands, aux nazis, à ceux qui ont participé, qui ont été acteurs de cette guerre, d'être punis et d'avoir la peine qu'ils avaient méritée. Ça a vraiment montré la réalité de la guerre en fait, parce qu'on a rendu justice. Et pour moi, à partir du moment où on fait un procès, qu'on rend justice, c'est pas pour rien. Et donc ça montre que ça a vraiment existé et voilà, ça laisse une trace, quoi. Cette justice, elle est nécessaire pour que ça se reproduise pas, que ça se reproduise plus. Si on ne fait pas justice, une certaine haine peut renaître et ça peut recréer des conflits par après. Et c'est pour pas que ça se reproduise, il fallait juger. And it is also a place where you learn that these crimes were not. Ce lieu nous apprend que ces crimes n'étaient pas des cas isolés, mais bien des actes systématiques, planifiés par des politiciens, ordonnés par toutes les agences de l'État et qui entraient dans le mode de fonctionnement du régime mis en place. C'est important de comprendre que les États peuvent être criminels. This is important to learn.
that states can be criminal. Un État criminel jugé par des États victorieux. Dans la mise en scène du procès, il est également intéressant de s'intéresser à la communication des Alliés, et en particulier des États-Unis, qui n'ont pas choisi Nuremberg par hasard, la ville se trouvant dans leur zone d'occupation. Les Américains voulaient avoir le plus de contrôle possible sur ce procès. Ce procès correspondait à leur volonté de créer un droit pénal international moderne. Il y avait les 4 grandes puissances victorieuses, donc Grande-Bretagne, France, URSS et les États-Unis. Nuremberg se trouvait effectivement sur le territoire américain. Effectivement, les Américains ont débarqué et il y a de la propagande qui va dans ce sens-là aussi. Ce sont les grands libérateurs, c'est Coca-Cola, c'est les chewing-gums, c'est toutes sortes de choses comme ça qui au final sont arrivées par chez nous, sans parler effectivement des arrangements politiques entre les pays. Et puis bon, c'est le contexte de la guerre froide également, donc, mais bon, ça c'est encore un autre sujet, mais bien sûr que ça a des implications, c'est de la géopolitique. C'est toujours celui qui gagne la guerre qui la raconte, donc c'était déjà les prémices de la guerre froide, c'était les deux puissances, avec évidemment les Anglais et les Français au milieu. Ils s'opposaient déjà à travers le débat du jugement de ces criminels. Ils voulaient établir un réseau de sécurité entre les nations. C'est pourquoi ils cherchaient à avoir la main mise sur le procès. De cette manière, ils pouvaient contrôler l'image qu'ils renvoyaient au reste du monde. L'intention est belle, mais qu'en est-il des faits ? De nombreux autres crimes contre l'humanité se sont répétés aux 4 coins du monde après la Deuxième Guerre mondiale, la fin d'un conflit générant toujours le début d'un autre. Aller visiter le tribunal aujourd'hui, c'est déjà une chose, c'est-à-dire qu'on voit le lieu en tant que tel, on voit cette salle où le tribunal a eu lieu, mais il y a tout un développement derrière aussi dans l'espace muséal, c'est-à-dire qu'il y a d'autres expositions dans ce lieu-là aussi, et je dirais qu'ils ont un peu le même parti pris que nous, c'est-à-dire qu'il y a eu le tribunal de Nuremberg à l'époque pour juger les crimes nazis, mais ça développe aussi tous les autres génocides qui malheureusement ont eu lieu, tous les autres crimes contre l'humanité qui malheureusement ont encore eu lieu après, le fameux plus jamais ça. Et donc c'est intéressant, voilà, de nouveau pour faire le lien entre le passé et en tout cas le présent ou un passé un peu moins lointain que la Seconde Guerre mondiale. The international criminal law that was developed, first of all, only for this specific event. Le procès qui a jugé les nazis a servi d'exemple pour le jugement des autres crimes du genre qui ont eu lieu plus tard, notamment dans les années 90. Cela a donc créé de l'espoir, non seulement pour les gens qui souffrent du non-respect des droits de l'homme, mais aussi pour les personnes qui observent ces violations. Ils voient en cet instrument une manière de garder la paix dans le monde. They see something in this instrument that could contribute to the peacifying of the world. Et d'autant plus aux plus jeunes. Voilà, il n'y a rien à faire par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, nous sommes encore une génération dont les grands-parents ont vécu la guerre. Donc on a encore un lien direct, je veux dire, avec cette époque-là. La plupart des jeunes que nous recevons aujourd'hui ou avec lesquels nous avons travaillé en commun, donc les jeunes du Conseil provincial des jeunes, la plupart, ils n'ont plus ce lien direct avec cette époque. Donc c'est sûr qu'il faut trouver aussi des nouveaux moyens de faire prendre conscience de ce qui n'allait pas pour construire quelque chose de meilleur, de plus humain aujourd'hui, et garant des libertés fondamentales, tout simplement. Des libertés fondamentales qui semblaient acquises, mais qui restent souvent bafouées au regard de l'actualité. Une actualité avec laquelle les liens vers le passé sont rapidement perceptibles. Terror for babies even before they've been born. They rush to take her away. No safety here.
Le Conseil de l'Europe dénonce les conditions d'accueil dans les camps de réfugiés en Grèce. Injured 7 more. On a dit pendant les années plus jamais ça, et j'ai le sentiment qu'on est en train, tout doucement quand même, d'y revenir. On n'est plus gêné d'être raciste à l'heure actuelle. On n'est plus gêné de tenir des discours de haine. Et puis via les réseaux sociaux, c'est facile. Hein. On n'est pas en face de la personne, on n'est pas en face du groupe qu'on est en train de juger ou stigmatiser. Je pense qu'on a un point de vue très européen sur les régimes totalitaires. Pour nous, c'est la liberté. Il faut que tout le monde vote. Mais je pense que les gens en Chine ou les gens on peut prendre l'exemple de la Russie qui a le même président depuis 22 ans, on peut se demander que, le conditionnement encore une fois, est-ce que si j'étais né en Chine, je penserais qu'avoir un président tout au long de ma vie qui est le même serait un problème? Et donc c'est là aussi où on peut à nouveau faire un lien par rapport à la propagande et par rapport au discours. C'est facile, on allume sa TV, sa radio, Internet, et on écoute les grands de ce monde et on mesure à quel point c'est dangereux. La Turquie, la Russie, la Corée du Nord, et il y a énormément d'exemples. Et puis là en Europe, ça se rapproche aussi, dangereusement. Comment dès lors éveiller les consciences dans une société de plus en plus divisée? Comment préparer les jeunes aux défis de demain? Quels enseignements tirer de ce constat? Il y a certaines problématiques qui, nous les jeunes, nous dépassent. On n'a pas assez d'expérience dans la vie ou des choses comme ça. Il faut l'admettre. Mais je pense que les jeunes, à travers l'école, par exemple, moi par exemple, c'est mon cours d'histoire qui m'a appris mon esprit critique et à regarder tout ce que je veux sous différents angles. À regarder l'histoire sous différents angles. C'est ça que mon cours d'histoire m'a appris et j'essaie de le reporter au présent, à voir les choses actuelles, l'actualité, sous un autre angle et à faire des comparaisons avec ce qui s'est déjà passé. Les jeunes, grâce à l'école, à l'éducation par eux-mêmes évidemment, qu'ils peuvent apporter, peuvent se forger les armes. Mais je ne pense pas qu'on les ait naturellement. En fait, il faut garder un esprit critique, même si parfois c'est dur parce qu'il y a énormément d'infos, on lit beaucoup de choses, mais il faut toujours se poser la question de est-ce que pour moi c'est juste? Et quand on voit quelque chose qui nous semble un peu bizarre, pour nous c'est pas très logique, il ne faut pas hésiter à aller voir d'autres sources, d'en parler autour de soi et d'avoir différents avis sur la question, quoi. La résistance d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui, mais elle est toujours primordiale si on veut garantir les libertés fondamentales et la vraie démocratie. Et j'ai envie d'insister sur le fait que la résistance, il ne faut pas forcément l'entendre comme la résistance de l'époque non plus. Ce n'est pas la résistance uniquement armée, ce n'est pas forcément ce qui va faire les gros titres des journaux. Ce sont des actes parfois complètement anodins du quotidien. L'objectif, c'est de mettre cette chance à profit d'avoir été sur le terrain, d'avoir pu palper, mesurer les choses, de se dire, voilà, moi j'ai envie d'être acteur, de résister quelque part aussi, en mettant à profit cette visite qui m'a impressionné. Et c'est ça l'objectif qu'on cherche à amener au niveau de nos jeunes citoyens, à travers le Conseil provincial des jeunes. C'est quelque part que naisse chez eux l'idée d'un projet pour encourager leurs pairs, les autres jeunes, à avoir ce regard critique. Il faut qu'on puisse prendre du recul et se dire en quoi je crois d'abord, et puis regarder ses sources. Il faut vérifier tout ce qu'on lit et pas croire tout ce qu'on lit surtout, c'est important. Le message qu'on voudrait transmettre, c'est les gars, faites gaffe. C'est votre avenir qu'on met en jeu, c'est notre avenir qu'on met en jeu. Vraiment faire attention à ce qu'on lit, ce qu'on comprend, ce qu'on entend. C'est vraiment ça, faites attention, mais ne tombez pas dans la paranoïa aussi. Je crois que c'est important de respecter les valeurs auxquelles on croit et de le faire savoir et d'avoir conscience que nous avons encore la chance aujourd'hui d'être les plus nombreux à penser de cette façon-là. Et qu'il ne faut pas avoir peur de l'assumer, qu'il ne faut pas avoir peur de le dire,
comme il ne faut pas avoir peur de dénoncer quelque chose qui ne va pas, qui est inacceptable pour vous, pour lui, pour elle, pour n'importe qui. Et voilà, et malgré tout, j'ai envie de rester confiant, parce que je crois en la nature humaine, je crois dans le bon, en l'humain, et j'ai envie de tenir bon. J'ai pas envie de me laisser avoir, j'ai pas envie de me laisser faire, et j'ai pas envie de devenir pessimiste au point de me dire ça ne sert à rien. Continuons, quoi. Il est encore temps, il est encore temps.